la fit entrer dans le salon avec une foule de souhaits de bienvenue. Et là, elle salua solennellement ma mère comme sa nouvelle et proche parente. Puis, levant les yeux sur moi, elle dit: Est-ce votre fils, ma belle-sœur? Ma mère dit que oui. En général, dit Miss Murdstone, je n'aime pas les garçons. Comment vous portez-vous, petit garçon? Je répondis à ce discours obligeant que je me portais très bien et que j'espérais qu'il en était de même pour elle. Mais j'y mis si peu de grâce que Miss Murdstone me jugea immédiatement en 2 mots. Mauvaise manière! Après avoir prononcé cette sentence d'une voix très sèche, elle demanda à voir sa chambre, qui devint dès lors pour moi un lieu de terreur et d'épouvante. Jamais on n'y vit les 2 malles noires s'ouvrir ni rester entr'ouvertes. 1 ou 2 fois, en passant timidement ma tête à la porte entrebâillée, je vis, en l'absence de Miss Murdstone, une série de petits bijoux et de chaînes d'acier pendus autour de la glace dans un appareil formidable. C'était, dans les jours de grande toilette, la parure de Miss Murdstone. Je crus comprendre qu'elle venait s'installer chez nous pour tout de bon et qu'elle n'avait nulle intention de jamais repartir. Le lendemain matin, elle commença à aider ma mère et elle passa toute la journée à mettre tout en ordre, sans respecter en rien les anciens arrangements. Une des premières choses remarquables que j'observai en Miss Murdstone, c'est qu'elle était constamment poursuivie par le soupçon que les domestiques tenaient un homme caché quelque part dans la maison. Sous l'influence de cette conviction, elle se plongeait dans la cave au charbon aux heures les plus étranges, et il ne lui arrivait presque jamais d'ouvrir la porte d'un petit recoin obscur sans la refermer brusquement, dans la persuasion, sans doute, qu'elle le tenait. Bien que Miss Murdstone n'eût rien de très aérien, elle se levait aussitôt que les alouettes. Avant que personne eût bougé dans la maison, elle était toujours, à ce que je crois encore, aujourd'hui, à la recherche de son homme. Peggotty assurait qu'elle dormait un œil ouvert, mais je n'étais pas de son avis, car, lorsqu'elle eut avancé cette opinion, je voulus en faire sur moi l'expérience, et je la trouvai tout à fait impraticable. Le matin qui suivit son arrivée, elle avait sonné avant le premier chant du coq. Quand ma mère descendit pour le déjeuner, Miss Murdstone s'approcha d'elle, au moment où elle allait faire le thé, posa une seconde sa joue contre la sienne, c'était sa manière d'embrasser, et lui dit: Vous savez, ma chère Clara, que je suis venue ici pour vous épargner toute espèce d'embarras. Vous êtes beaucoup trop jolie et trop enfant. Ma mère rougit et sourit. Ce rôle semblait ne pas lui trop déplaire, pour vous charger de devoirs que je pourrais remplir à votre place. Ainsi, ma chère, si vous voulez bien me donner vos clés, à l'avenir, je m'occuperai de tout cela. À partir de ce jour, Miss Murdstone garda les clés dans son sac d'acier durant la journée, sous son oreiller pendant la nuit, et ma mère n'eut pas à s'en occuper plus que moi. Ma mère n'abandonna pourtant pas son autorité à une autre sans essayer de protester. Un soir que Miss Murdstone développait à son frère certains plans intérieurs auxquels il donnait son approbation, ma mère se mit tout d'un coup à pleurer en disant qu'il lui semblait qu'au moins on aurait pu la consulter. « Clara !» dit sévèrement M. Murdstone. « Clara, vous m'étonnez !»« Oh, vous pouvez bien dire que je vous étonne, Édouard !» s'écria ma mère, « et répéter qu'il faut de la fermeté. Mais je suis bien sûre que cela ne vous plairait pas plus qu'à moi. » Ici, je ferai remarquer que la fermeté était la qualité dominante dont se piquaient M. et Miss Murdstone. Je ne sais pas quel nom j'eusse donné alors à cette fermeté, mais je sentais très clairement que c'était, sous un autre nom, une véritable tyrannie, une humeur opiniâtre, arrogante et diabolique qui leur était commune à tous deux. Leur doctrine, la voici. M. Murdstone était ferme. Personne autour de lui ne devait être aussi ferme que M. Murdstone. Personne autour de lui ne devait être le moins du monde ferme, car tous devaient plier devant lui. Miss Murdstone faisait exception. Il lui était permis d'être ferme,
mais seulement par alliance et à un degré inférieur et tributaire. Ma mère était une autre exception. Il lui était permis d'être ferme, cela lui était même recommandé, mais seulement à condition d'obéir à leur fermeté et de croire fermement qu'il n'y avait qu'eux sur terre qui eussent de la fermeté. Il est bien dur, disait ma mère, que dans ma maison, répéta M. Murdstone. Clara! Dans notre maison, je veux dire, balbutia ma mère, évidemment très effrayée. J'espère que vous savez ce que je veux dire, Édouard. Il est bien dur que dans notre maison, je n'ai pas la permission de dire un mot sur les affaires du ménage. Je m'en tirais certainement très bien avant notre mariage. Il y a des témoins, dit ma mère en sanglotant. Demandez à Peggotty si je ne m'en tirais pas très bien quand on ne se mêlait pas de mes affaires. Édouard, dit Miss Murdstone, mettons fin à tout ceci. Je pars demain. Jane Murdstone, dit son frère, taisez-vous. On croirait à vous entendre que vous ne me connaissez pas. Je puis bien dire, reprit ma pauvre mère, qui perdait du terrain et qui pleurait à chaudes larmes, je puis bien dire que je ne désire pas que personne s'en aille. Je serais très malheureuse et très misérable si quelqu'un s'en allait. Je ne demande pas grand-chose, je ne suis pas déraisonnable. Je demande seulement qu'on me consulte quelquefois. Je suis très reconnaissante à tous ceux qui veulent bien m'aider, et je demande seulement qu'on me consulte quelquefois pour la forme. Je croyais autrefois que vous m'aimiez parce que j'étais jeune et sans expérience. Édouard, je me rappelle bien que vous me le disiez alors, mais maintenant vous avez l'air de me haïr à cause de cela même. Vous êtes si sévère. Édouard, dit Miss Murdstone, une seconde fois, mettons fin à tout ceci. Je pars demain. Jane Murdstone, répondit M. Murdstone d'une voix de tonnerre. Voulez-vous vous taire? Comment osez-vous? Miss Murdstone tira de prison son mouchoir de poche et le mit devant ses yeux. Clara, continua-t-il en se tournant vers ma mère, vous me surprenez, vous m'étonnez. Oui, j'avais eu quelque plaisir à épouser une personne simple et sans expérience. Je voulais former son caractère et lui donner un peu de cette fermeté et de cette décision dont elle avait besoin. Mais quand Jane Murdstone a la bonté de venir m'aider dans cette entreprise, quand elle consent à remplir, par affection pour moi, une condition qui est presque celle d'une femme de charge, et quand je vois que, pour la récompenser, on la traite grossièrement, oh, je vous en prie, Édouard, je vous en prie, cria ma mère, ne m'accusez pas d'ingratitude. Je ne suis pas ingrate, assurément. Personne ne me l'a jamais reproché. J'ai bien des défauts, mais je n'ai pas celui-là. Oh non, mon ami. Quand je vois, reprit-il, sitôt que ma mère eut fini de parler, quand je vois qu'on traite grossièrement Jane Murdstone, mes sentiments s'altèrent et se refroidissent. Oh, ne dites pas cela, mon ami, reprit ma mère d'un ton suppliant. Oh non, Édouard, je ne peux pas le supporter. Quelque défaut que je puisse avoir, je suis affectueuse. Je sais que je suis affectueuse. Je ne le dirais pas si j'en étais pas bien sûre. Demandez à Peggotty, elle vous dira, j'en suis sûre que je suis affectueuse. Il n'y a point de faiblesse, quelle qu'elle soit, qui puisse avoir le moindre poids à mes yeux. Clara, répondit M. Murdstone, remettez-vous. Je vous en prie, soyons toujours bien ensemble, dit ma mère. Je ne pourrais supporter la froideur ou la dureté. Je suis si fâchée. J'ai bien des défauts, je le sais. Et c'est très bon à vous, Edward, qui avez tant de force d'âme, de chercher à me corriger. Jane, je n'ai fait d'objection à rien. Je serais au désespoir si vous aviez l'idée de nous quitter. Ma mère ne put aller plus loin. Jane Murdstone, dit M. Murdstone à sa sœur, des paroles amères sont, je l'espère, peu ordinaires entre nous. Ce n'est pas ma faute si s'est passée ce soir une scène si étrange. J'y ai été entraîné par d'autres. Ce n'est pas non plus votre faute, vous y avez été entraîné par d'autres. Cherchons tous deux à l'oublier. Et comme, ajouta-t-il, après ces paroles magnanimes, cette scène est peu convenable devant l'enfant. David, allez vous coucher. Mes larmes m'empêchaient de trouver la porte. J'étais si désolée du chagrin de ma mère. Je sortis à tâtons et je montai à l'aveuglette jusqu'à ma chambre, sans avoir seulement le courage de dire bonsoir à Peggotty, ni de lui demander une lumière. Quand elle vint une heure après,
voir ce que je faisais. Elle me réveilla en entrant et me dit que ma mère s'était couchée assez souffrante et que monsieur et Miss Murdstone étaient restés seuls au salon. Le lendemain matin, je descendais plus tôt que de coutume, lorsque, en passant près de la porte de la salle à manger, j'entendis la voix de ma mère. Elle demandait très humblement à Miss Murdstone de lui pardonner, ce que Miss Murdstone lui accordait, et une réconciliation complète avait lieu. Depuis, je n'ai jamais vu ma mère dire son avis sur la moindre chose, sans avoir d'abord consulté Miss Murdstone, ou sans s'être assurée, par quelque moyen positif, de l'opinion de Miss Murdstone. Et je n'ai jamais vu Miss Murdstone les jours où elle était en colère. Toute ferme qu'elle était, elle avait cette faiblesse. Avancer la main vers son sac comme pour en tirer les clés et les rendre, sans voir en même temps ma mère pâmer de frayeur. La teinte sombre qui dominait dans le sang des Murdstone assombrissait aussi la religion des Murdstone qui était austère et farouche. J'ai pensé depuis que c'était la conséquence nécessaire de la fermeté de M. Murdstone qui ne pouvait souffrir que personne échappât aux châtiments les plus sévères qu'il pût inventer. Quoi qu'il en soit, je me rappelle bien les visages menaçants qui m'entouraient quand j'allais à l'église, et comme tout était changé autour de moi, ce dimanche tant redouté paraît de nouveau, et j'entre le premier dans notre ancien banc, comme un captif qu'on amène sous bonne escorte pour assister au service des condamnés. Voilà Miss Murdstone, avec sa robe de velours noir, qui a l'air d'avoir été taillée dans un drap mortuaire. Elle me suit de très près, puis ma mère, puis son mari. Il n'y a plus, comme jadis, de Peggotty. J'entends Miss Murdstone qui marmotte les réponses, en appuyant avec une énergie cruelle sur tous les mots terribles. Je la vois rouler tout autour de l'église ses grands yeux noirs, quand elle dit misérable pécheur, comme si elle appelait par leur nom tous les membres de la congrégation. Je vois parfois ma mère remuant timidement les lèvres entre sa belle-sœur et son mari, qui font résonner les prières à ses oreilles comme le grondement d'un tonnerre éloigné. Je me demande, saisie d'une crainte soudaine, s'il est probable que notre bon vieux pasteur soit dans l'erreur, que monsieur et Miss Murdstone aient raison, et que tous les anges du ciel soient des anges destructeurs. Et si, par malheur, je remue le petit doigt ou que je bouge la tête, Miss Murdstone me donne dans les côtes avec son livre de prières de bonnes bourrades qui me font grand mal. Je vois encore, en revenant à la maison, quelques-uns de nos voisins qui regardent ma mère, puis moi, et qui se parlent à l'oreille. Plus loin, quand le trio marche devant et que je reste un peu en arrière, je me demande s'il est vrai que ma mère marche d'un pas moins joyeux et que sa beauté est déjà presque entièrement disparue. Enfin, je me demande si nos voisins se rappellent comme moi le temps où nous revenions de l'église, moi et ma mère, et je passe toute cette triste journée à me creuser la tête à ce sujet. Il avait plusieurs fois été question de me mettre en pension. Monsieur et Miss Murdstone l'avaient proposé, et ma mère avait, bien entendu, été de leur avis. Cependant, il n'y avait encore rien de décidé. En attendant, je prenais mes leçons à la maison. Comment pourrais-je oublier ces leçons? Ma mère y présidait nominalement, mais en réalité, je les recevais de monsieur Murdstone et de sa sœur, qui étaient toujours présents, et qui trouvaient l'occasion favorable pour donner à ma mère quelque notion de cette fermeté si mal nommée, qui était le fléau de nos deux existences. Je crois qu'ils me gardaient à la maison dans ce seul but. J'avais assez de facilité et de plaisir à apprendre quand nous vivions seuls ensemble, moi et ma mère. Je me souviens du temps où j'apprenais l'alphabet sur ses genoux. Aujourd'hui encore, quand je regarde les grosses lettres noires du livre d'office, la nouveauté alors embarrassante pour moi de leur forme, et les contours alors faciles à retenir de l'eau, de l'aile et de l'ess me reviennent à l'esprit comme au jour de mon enfance. Mais ils ne me rappellent nul souvenir de dégoût ou de regret. Au contraire, il me semble que j'ai été conduit à travers un sentier de fleurs jusqu'au livre des crocodiles, encouragé le long du chemin par la douce voix de ma mère. Mais les leçons solennelles qui suivirent celles-là furent un coup mortel porté à mon repos, un labeur pénible, un chagrin de tous les jours. Elles étaient très longues, très nombreuses, très difficiles.
La plupart étaient parfaitement inintelligibles pour moi, et j'en avais bien peur, autant, je crois, que ma pauvre mère. Voici comment les choses se passaient presque tous les matins. Je descends après le déjeuner, dans le petit salon avec mes livres, mon cahier et une ardoise. Ma mère m'attend, près de son pupitre, mais elle n'est pas si disposée à m'entendre que M. Murdstone, qui fait semblant de lire dans son fauteuil près de la fenêtre, ou de Miss Murdstone, qui enfile des perles d'acier à côté de ma mère. La vue de ces deux personnages exerce sur moi une telle influence que je commence à sentir m'échapper, pour courir la prétentaine, les mots que j'ai eu tant de peine à me fourrer dans la tête. Par parenthèse, j'aimerais bien qu'on pût me dire où vont ces mots. Je tends mon premier livre à ma mère. C'est un livre de grammaire ou d'histoire ou de géographie. Avant de le lui donner, je jette un dernier regard de désespoir sur la page et je pars au grand galop pour la réciter tandis que je la sais encore un peu. Je saute un mot, Monsieur Murdstone lève les yeux. Je saute un autre mot, Miss Murdstone lève les yeux. Je rougis, je passe une demi-douzaine de mots et je m'arrête. Je crois que ma mère me montrerait bien le livre si elle l'osait, mais elle n'ose pas et me dit doucement: Oh, Davy, Davy. Voyons, Clara, dit M. Murdstone, soyez ferme avec cet enfant. Ne dites pas oh, Davy, Davy. C'est un enfantillage. Il sait ou il ne sait pas sa leçon. Il ne la sait pas, reprit Miss Murdstone d'une voix terrible. J'en ai peur, dit ma mère. Vous voyez bien, Clara, ajouta Miss Murdstone, qu'il faut lui rendre le livre et qu'il aille apprendre sa leçon. Oui, certainement, dit ma mère. C'est ce que je vais faire, ma chère Jane. Voyons, Davy, recommence, et ne sois pas si stupide. J'obéis à la première de ces injonctions, et je me remets à apprendre, mais je ne réussis pas en ce qui concerne la seconde, car je suis plus stupide que jamais. Je m'arrête avant d'arriver à l'endroit fatal, à un passage que je savais parfaitement tout à l'heure, et je me mets à réfléchir. Mais ce n'est pas à ma leçon que je réfléchis. Je pense au nombre de mètres de tulle qu'on peut avoir employé au bonnet de Miss Murdstone, ou bien au prix qu'a dû coûter la robe de chambre de M. Murdstone, ou à quelque autre problème absurde qui ne me regarde pas et dont je n'aurai jamais que faire. M. Murdstone fait un geste d'impatience que j'attends depuis longtemps. Miss Murdstone en fait autant. Ma mère les regarde d'un air résigné, ferme le livre et le met de côté, comme un arriéré que j'aurai à acquitter quand mes autres devoirs seront finis. Bientôt, le nombre des arriérés va grossissant comme une boule de neige. Plus il augmente et plus je deviens bête. Le cas est tellement désespéré et je sens qu'on me farcit la tête d'une telle quantité de sottises que je renonce à l'idée de pouvoir jamais m'en tirer et que je m'abandonne à mon sort. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans les regards désespérés que nous nous jetons, ma mère et moi, à chaque nouvelle erreur. Mais le plus terrible moment de ces malheureuses leçons, c'est quand ma mère, croyant que personne ne la regarde, essaye de me souffler le mot fatal. À cet instant, Miss Murdstone, qui depuis longtemps est aux aguets, dit d'une voix grave: Clara! Ma mère tressaille, rougit et sourit faiblement. Monsieur Murdstone se lève, prend le livre, me le jette à la tête ou me donne un soufflet et me fait sortir brusquement de la chambre. Quand j'ai fini d'apprendre mes leçons, il me reste encore à faire ce qu'il y a de plus terrible, une effrayante multiplication. C'est une torture inventée à mon usage, et M. Murdstone me dicte lui-même cet énoncé. Je vais chez un marchand de fromage. J'achète 5000 fromages de Gloucester à 6 pence pièce, ce qui fait en tout. Je vois la joie secrète de Miss Murdstone. Je médite sur ces fromages sans le moindre résultat, jusqu'à l'heure du dîner. Je me noircis les doigts à force de tripoter mon ardoise. On me donne un morceau de pain sec pour m'aider à compter mes fromages, et je passe en pénitence le reste de la soirée. Il me semble, autant que je puis me le rappeler, que c'était ainsi que finissaient presque toujours mes malheureuses leçons. Je m'en serais très bien tirée sans les Murdstone, mais les Murdstone exerçaient sur moi une sorte de fascination, comme celle d'un serpent à sonnette vis-à-vis d'un petit oiseau.
Même lorsqu'il m'arrivait de passer assez bien la matinée, je n'y gagnais autre chose que mon dîner, car Miss Murdstone ne pouvait souffrir de me voir loin de mes cahiers, et si j'avais la folie de laisser apercevoir que je n'étais pas occupée, elle appelait sur moi l'attention de son frère en disant: Clara, ma chère, il n'y a rien de tel que le travail. Donnez un devoir à ce garçon. Et on me remettait à l'ouvrage. Quant à jouer avec d'autres enfants de mon âge, cela m'arrivait rarement, car la sombre théologie des Murdstone leur faisait envisager tous les enfants comme une race de petites vipères. Et pourtant, il y eut jadis un enfant placé au milieu des disciples. Et à les croire, ils n'étaient bons qu'à se corrompre mutuellement. Le résultat de ce traitement, qui dura pendant 6 mois au moins, fut, comme on pouvait bien le croire, de me rendre grognon, triste et maussade. Ce qui y contribuait aussi infiniment, c'était qu'on m'éloignait toujours davantage de ma mère. Une seule chose m'empêchait de m'abrutir absolument. Mon père avait laissé dans un cabinet, au second, une petite collection de livres. Ma chambre était à côté, et personne ne songeait à cette bibliothèque. Peu à peu, Roderick, Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, le vicaire de Wakefield, Don Quichotte, Gil Blas et Robinson Crusoe sortirent, glorieux bataillon de cette précieuse petite chambre, pour me tenir compagnie. Ils tenaient mon imagination en éveil. Ils me donnaient l'espoir d'échapper un jour à ce lieu. Ni ces livres, ni les mille et une nuits, ni les histoires des génies ne me faisaient de mal, car le mal qui pouvait s'y trouver ne m'atteignait pas. Je n'y comprenais rien. Je m'étonne aujourd'hui du temps que je trouvais pour lire ces livres, au milieu de mes méditations et de mes chagrins sur des sujets plus pénibles. Je m'étonne encore de la consolation que je trouvais au milieu de mes petites épreuves, qui étaient grandes pour moi, à m'identifier avec tous ceux que j'aimais dans ces histoires où, naturellement, tous les méchants étaient pour moi Monsieur et Miss Murdstone. J'ai été pendant plus de 8 jours Tom Jones, un Tom Jones d'enfant, la plus innocente des créatures. Pendant un grand mois, je me suis cru un Roderick Random. J'avais la passion des récits de voyage. Il y en avait quelques-uns sur les planches de la bibliothèque, et je me rappelle que pendant des jours entiers, je parcourais l'étage que j'habitais, armé d'une traverse d'embouchoirs de bottes, pour représenter le capitaine Untel de la marine royale en grand danger d'être attaqué par les sauvages et résolu à vendre chèrement sa vie. Le capitaine avait beau recevoir des soufflets tout en conjuguant ses verbes latins, jamais il n'abandonnait sa dignité. Moi, je perdais la mienne, mais le capitaine était un héros, en dépit de toutes les grammaires et de toutes les langues vivantes ou mortes qui pouvaient exister sur la terre. C'était ma seule et ma fidèle consolation. Quand j'y pense, je revois toujours devant moi une belle soirée d'été. Les enfants du village jouaient dans le cimetière et moi, je lisais dans mon lit, comme si ma vie en eût dépendu. Toutes les granges du voisinage, toutes les pierres de l'église, tous les coins du cimetière avaient, dans mon esprit, quelque association avec ces fameux livres et représentaient quelque endroit célèbre de mes lectures. J'ai vu Tom Pips gravir le clocher de l'église. J'ai remarqué Strass, son sac sur le dos, assis sur la barrière pour s'y reposer. Et je sais que le Commodore Trunnion présidait le club avec Monsieur Pickle dans la salle du petit cabaret de notre village.